sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 10 février, 5e dimanche après l'Épiphanie. 3 séquences dans notre émission. Tout d'abord, une rencontre avec Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, à propos de son ouvrage « L'islam à la conquête de l'Occident ». Ensuite, rencontre avec Bénédicte Jorot, chef d'un chœur, d'une chorale de jeunes filles qui s'appelle Caïré Maria. Et ensuite, rencontre avec Thierry Delcourt, auteur d'un récent ouvrage, « Rendre les salariés heureux ». Merci Jean-Frédéric Poisson de nous rejoindre. Merci à vous. Donc à propos de votre dernier livre, « L'islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée ». En fait, dans ce livre, il s'agit d'un commentaire de texte. Quel est ce texte? Quelle en est la genèse d'une part, l'autorité d'autre part? Ce texte a été adopté à l'unanimité des 57 États musulmans qui sont rassemblés dans une organisation qui s'appelle l'Organisation de la coopération islamique et qui est la deuxième organisation interétatique du monde. En 2000, novembre 2000, à Doha au Qatar, cette organisation se réunit pour adopter un document qui s'appelle « Stratégie d'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique ». Ce document décrit la manière dont les 57 États musulmans veulent voir s'installer la charia en Europe, en décrivant par exemple, dans ce document qui fait 120 pages, leur volonté de mettre en place, je cite, une civilisation de substitution, fin de citation, en Occident, c'est-à-dire remplacer notre civilisation par l'islam, ou encore, dans le même document, dire à nouveau, je cite, « Il s'agit de tout mettre en œuvre pour installer une société islamique pure et saine, compatible avec les fondements de la démocratie moderne », fin de citation. Voilà quelle est l'intention de ce document. C'est le cénacle de tous les États musulmans du monde, c'est le seul endroit où ils se réunissent tous. C'est un document officiel, piloté par l'UNESCO de cette organisation de coopération islamique. L'ONU a son UNESCO, l'OCI a son ISESCO, qui est le même genre d'organisme avec les mêmes finalités. Ce document est donc officiel, publié dans les 3 langues officielles de l'ISESCO, l'anglais, le français et l'arabe. Il est consultable sur Internet et chacun d'entre nos auditeurs peut facilement aller le lire. Alors, sans peut-être tout lire, si nos téléspectateurs devaient retenir une idée majeure, quelle est la thèse majeure développée dans ce document? Il faut installer en Europe, puisque l'Occident, c'est l'Europe en réalité, la charia à la place de la civilisation occidentale qui est décadente, qui n'a pas les moyens de résister, qui doit reconnaître la supériorité de l'islam sur toute autre forme de civilisation. Et donc ce document enjoint la manière dont les communautés musulmanes occidentales doivent participer à ce grand plan de conquête et décrit par le détail tout ce qu'ils doivent faire, tout ce que ces communautés doivent faire pour aboutir à cet objectif. Alors on est frappé à la lecture de ce livre par la victimisation permanente que manifestent les musulmans. Est-ce que pour eux c'est une réalité ou est-ce que c'est une figure de dialectique bien connue qu'est la victimisation pour déstabiliser l'adversaire? Il y a un peu des deux, mais il ne faut pas sous-estimer, et c'est encore vrai aujourd'hui, puisque je rappelle ce document à 18 ans, enfin 19 bien cette année, il ne faut pas sous-estimer l'état de fragilité dans lequel se trouve l'islam. Il est traversé par des crises identitaires lui aussi, des crises politiques, des crises sociales, économiques, culturelles. Avant que l'Organisation de la coopération islamique ne publie ce document sur une stratégie culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique, quelques années plus tôt, dans le même contexte et avec les mêmes méthodes, ils avaient publié un document qui s'appelait « Stratégie d'action culturelle islamique ». Point. Pour s'interroger sur la transmission de la foi musulmane à l'intérieur même du monde musulman. Donc cette fragilité-là, elle est renforcée par le contact avec la civilisation occidentale, ce que les États musulmans considèrent comme étant sa décadence, son matérialisme en tout cas, mais la puissance de l'attrait que représente le matérialisme aux yeux de tous les hommes et de toutes les femmes, y compris des Occidentaux. Et donc ces musulmans se trouvent fragilisés, donc il y a une forme d'inquiétude, et il y a à la fois une espèce de dédain à l'égard de cette civilisation qui est la nôtre, qui est un peu décadente tout de même, on peut difficilement ne pas être d'accord avec ce constat, et d'un autre côté le fait qu'il y a une inquiétude par rapport à la fragilisation que ça représente des communautés musulmanes. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un mimétisme répulsif? Peut-être que oui. Peut-être que oui, mais je reviens à cette idée de fragilité parce que nous avons l'habitude de considérer que notre adversaire en l'espèce est fort, qu'il est puissant, qu'il est cohérent, qu'il est structuré, qu'il est homogène, qu'il est bon. Quand on regarde un peu la réalité de l'islam d'aujourd'hui, c'est l'inverse.
Et si on prenait davantage la mesure de sa fragilité, y compris d'ailleurs intellectuelle, on ne le traiterait certainement pas comme on le fait aujourd'hui. Alors la pensée dominante, une partie, pour résister justement à ce changement de civilisation, en appelle aux droits de l'homme, à la laïcité, à la République. Quelle est votre position sur le sujet? Peut-être éclairée par l'histoire, ma question est un peu aussi, pourquoi ce qui a échoué en Algérie, avec une présence de près de 150 ans, où en fait une bonne partie des musulmans ne sont pas vraiment devenus français, pourquoi est-ce que ce qui a échoué hier réussirait aujourd'hui? Oh, il y a des tas de raisons à cela. D'abord, le premier acte de résistance, c'est de faire appliquer la loi. Et au-delà de la loi, c'est-à-dire son esprit plus encore que sa matière, c'est le réarmement culturel qui est nécessaire. C'est la première étape. Tant que nous ne serons pas pleinement conscients du fait que nous sommes héritiers pleinement et entièrement d'une civilisation qui s'enracine de manière certaine, qui se source ou qui se fonde, c'est comme vous voulez, dans la culture chrétienne ou judéo-chrétienne, gréco-judéo-chrétienne, enfin voilà, je me dis chrétienne parce que c'est aussi la synthèse de tout cela. Et bien tant que nous ne serons pas conscients de cet héritage, il ne faut pas attendre des musulmans qui soient attirés par l'aspect décadent de ce que nous avons nous-mêmes abandonné dans une large mesure. Deuxièmement, il y a beaucoup de raisons qui expliquent que les musulmans d'Algérie ne soient pas devenus français. Ce qui est certain, c'est que je reviens sur ce que j'évoquais à l'instant, la fragilité actuelle de l'islam comme système intellectuel, comme religion, comme modèle d'organisation sociale, parce que l'islam est au fond davantage un système politique qu'un système religieux à tout prendre. Tout cela doit nous donner beaucoup d'espoir sur notre capacité un jour à faire en sorte que eh bien, nous puissions proposer aux musulmans, une fois que l'islam se sera effondré, car il s'effondrera, l'islam n'a pas les promesses de la vie éternelle, contrairement à d'autres, voilà, car il s'effondrera, et ça pourrait aller plus vite que ce qu'on pense, eh bien, il faudra bien proposer, alors à notre tour, quelque chose pour remplacer. Ça ne peut pas être simplement l'idéal républicain de la devise de la République et de la Constitution de la 5e, même si je suis à titre personnel attaché à la Constitution de la 5e. Mais tout de même, il y a le fondement juridique et social que représentent nos institutions, qui doit pouvoir attirer des personnes de bonne volonté, mais nourries par notre enracinement dans la culture et le mode de vie chrétien. Alors, quelles ont été les réactions des autorités politiques, des autorités religieuses, voire de certains musulmans d'ailleurs, à la publication de cet ouvrage? Alors, d'abord une indifférence polie, pour être clair. Les lecteurs m'ont suivi, puisque nous en sommes à la 3e édition et que mon éditeur est content, donc moi aussi. Mais à part quelques responsables ecclésiastiques à qui j'ai envoyé ce livre et qui m'ont répondu très gentiment, parfois même en me conviant à des réunions de travail avec leurs équipes qui travaillent sur l'évangélisation auprès des musulmans, font d'ailleurs un travail absolument exceptionnel, en essayant de concilier dans ce contexte la charité et la vérité, ce qui n'est jamais simple. Mais l'Église travaille à cela, et c'est une de mes joies. Le reste, après, a été effectivement assez indifférent. Quelques-uns de mes anciens collègues parlementaires qui ont fait la joie de me lire ont trouvé que le livre était, d'une certaine manière, inattaquable dans son analyse. Oui, c'est extrêmement argumenté. Inattaquable, mais qu'ils ne partageaient pas exactement mes conclusions, en particulier en ce qui concerne le réenracinement dans la culture chrétienne. Mais je sais que même du côté de l'échiquier politique où je suis, je n'ai pas que des amis sur ce sujet. Alors, pour la promotion de nos téléspectateurs peuvent bien sûr acquérir ce livre. Est-ce que vous avez une politique? Vous faites des conférences en France? Oui. Sur le site internet du Parti chrétien-démocrate ou alors sur mon compte Twitter, j'annonce toutes les réunions que je fais. Il y en aura eu demain soir une en Bretagne, le mardi donc 30 janvier. 29 janvier, c'est ça, c'est le 29 mardi 29 janvier. Ce sera le ça mardi 29 janvier. Voilà. Alors malheureusement, quand l'émission sera diffusée, ce sera passé. Ce sera trop tard, c'est pas très grave, bon, mais pour en Bretagne, tard. à Vannes, après-demain soir, le 31, à Orléans la semaine suivante, et puis il suffit de regarder un peu sur les supports numériques qui sont les nôtres, que toutes ces conférences, tous ces points sont annoncés, et également des dédicaces dans les librairies, et voilà, et des émissions de radio ou de télévision comme la vôtre, et merci de votre invitation. Je vous remercie infiniment de votre intervention, de cette présentation de ce livre. Et vraiment, je conseille à tous nos téléspectateurs, c'est très éclairant, c'est pas très rassurant, mais c'est très intéressant. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Bonjour Bénédicte Jorot. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes chef d'un chœur de jeunes filles qui s'appelle Caïré Maria. Alors d'abord, ça veut dire quoi, Caïré Maria, et quelle est l'origine de ce chœur? Alors, Caïré Maria, c'est du grec. Ça veut dire réjouissez-vous Marie. Donc ça vient du Je vous salue Marie. C'est les deux premiers mots du Je vous salue Marie. Le terme a été choisi suite à une consultation des membres de l'association qui gère le chœur. Et en fait, on trouvait ça magnifique de pouvoir confier ce chœur de jeunes filles à la Sainte Vierge, qui est un modèle de pureté, de délicatesse aussi pour elle. Donc on trouvait ça bien. En ce qui concerne l'origine du chœur, tout simplement, c'est un chœur rattaché donc à l'école Saint-Dominique au Pec-sur-Seine, dans laquelle le chœur de garçons existe depuis presque 10 ans. L'année prochaine, on fêtera les 10 ans du chœur. Et il y a 4 ans, ils cherchaient un chef de chœur pour le chœur des garçons. J'ai postulé et ils ont profité de ma candidature pour créer le chœur des jeunes filles qui n'existait pas encore et qui souhaitaient créer en fait depuis déjà plusieurs années pour répondre un peu à ce qui était fait du côté des garçons. Donc les membres, ce sont des jeunes filles qui sont élèves dans ce lycée-collège. Voilà, mais pas que. Donc ce sont des jeunes filles qui ont entre 8 et 17 ans, qui sont principalement issus de ce collège et du lycée et même de l'école élémentaire de Saint-Dominique, mais qui également elles peuvent venir également de l'extérieur. On a des élèves qui étaient soit anciennes de Saint-Dominique, qui sont partis dans d'autres écoles, ou même des personnes qui ne sont pas du tout scolarisées à Saint-Dominique, qui n'ont jamais été scolarisées, mais qui ont quand même souhaité rejoindre le chœur pour profiter de cette belle expérience musicale. Alors, quel est votre répertoire? Qu'est-ce que vous chantez? De quel morceau êtes-vous la plus fière? Alors, en termes de répertoire, nous chantons principalement de la musique sacrée, parce que c'est quand même un chœur religieux. Toute époque confondue, donc depuis la Renaissance jusqu'à l'époque contemporaine. Donc un répertoire exclusif pour voix de femme, parce que donc je n'ai pas de ténor et de basse typiquement. Enfin là, si on donne les différents pupitres, s'il y a des basses dans les jeunes filles, c'est embêtant. C'est un peu compliqué. Mais non, il y a des voix très graves quand même. Bon. Il y a des voix très très graves. C'est un peu surprenant. Trop, alors. Non, à 8 ans quand même. Ben, j'espère. C'est un peu jeune. Non mais donc répertoire donc exclusif pour voix de femme. Que j'apprends à découvrir. Enfin, c'est beaucoup de recherche du coup pour découvrir ce programme. C'est un répertoire qui est peu connu du grand public. Donc on a vraiment un cœur de pouvoir le faire découvrir aux familles, au public qui viennent nous écouter, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis, par exemple, il y a énormément de chœurs de jeunes filles. Donc c'est des répertoires beaucoup plus chantés aux États-Unis. En France, on est 4 ou 5 chœurs de jeunes filles comme ça. Il y a des chœurs de jeunes femmes également, mais un bon chœur de jeunes filles comme le nôtre, il y en a très très peu. Il y a la Maîtrise d'Autun qui est assez connue, il y a le chœur de Bordeaux, mais sinon voilà, on n'est pas très très nombreux. Donc c'est vraiment un répertoire qui est intéressant à découvrir pour des musiciens, pour des personnes passionnées de la musique, parce que c'est pas du tout connu. Et en fait, il y a énormément de compositeurs qui ont composé pour des voix d'enfants ou des voix de jeunes femmes. Alors, quelle est la pièce dont vous êtes la plus fière? Alors, ça c'est compliqué, parce qu'en fait, chaque pièce ayant vraiment sa particularité, choisir une pièce en particulier, c'est compliqué. Je me suis arrêtée sur 2 pièces que j'aime énormément. Une pièce écrite par Rossini, qui s'appelle La Carità, donc la charité. Rossini a écrit 3 pièces pour voix de femme, La Carità, La Fede et La Speranza. Et donc La Carità, c'est une pièce pour 3 voix de femmes et solistes, et accompagnée par un piano, où là l'accompagnement piano est absolument magnifique, enfin, les voix sont sublimes. Et une deuxième pièce que j'aime énormément, d'un compositeur contemporain, letton, qui s'appelle Eriks Ezenvalds, et qui a composé un O Salutaris, avec un chœur en dessous qui va vraiment faire le fond sonore, et 2 voix de solistes au-dessus qui se répondent dans des aigus absolument magnifiques.
Alors, quel est votre meilleur souvenir de cette aventure qui déjà a 4 années? Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette entreprise? Alors, le meilleur souvenir, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de donner un souvenir en termes de musique et un souvenir, après ça, en termes de cohésion avec les jeunes filles. Donc, musicalement, un très très beau souvenir, c'est lors de notre tournée que nous avons fait l'été dernier en Bavière, le dernier concert dans une ville qui s'appelle Kaufbeuren, Run, qui n'est pas très connue, une église magnifique. Et le concert était magique. C'était le dernier concert de la tournée. Et il y a eu une symbiose vraiment entre les filles et entre moi qui a été extraordinaire. Le son était magnifique. Enfin, c'était vraiment un moment musical très très fort. Donc ça, c'est pour la partie musicale. Pour la partie cohésion, j'hésitais aussi parce qu'on a tellement de moments forts, il y a beaucoup de complicité entre les filles et moi. Donc pareil, difficile de choisir un morceau, un moment vraiment particulier. Et il y en a un que j'avais bien aimé, c'était lors de notre première tournée en Bretagne, enfin en Bretagne Nord. C'était la traversée du Mont-Saint-Michel. Parce que là, on tombe vraiment en enfance, à pied, où on a fait toute la traversée à pied. Est-ce qu'il faisait beau? Oui. Couvert le matin, qui s'est dégagé en arrivant au Mont-Saint-Michel. Donc très agréable quand même. Et là, c'était un moment vraiment magique. Parce que là, on retombait vraiment tous en enfance. Et alors, vous avez combien de personnes? Il y a combien de jeunes filles dans ce chœur? Alors, cette année, elles sont 50. 52 à peu près. Quand même. On est monté jusqu'à 66 il y a 2 ans. Donc, c'est vraiment un gros chœur. Réparti en 2 voix minimum, mais ça peut monter jusqu'à 7 voix. Parce qu'on a une pièce d'un compositeur autrichien qui s'appelle Franz Bibel, un Ave Maria sur le principe de l'Angélus, qu'il a composé dans les années fin des années 90, qui est pour 7 voix, donc un gros chœur à 4 voix, et 3 voix de solistes au-dessus qui répondent, qui sont là pour partir encore dans des hauteurs magnifiques. Quels sont vos projets pour les semaines et les mois qui viennent? Les projets, nous avons un concert qui approche très vite, parce que c'est le 24 mars. Un concert, donc là, c'est grande nouveauté pour l'association, pour les 2 chœurs, parce que c'est un concert qu'on va donner en commun avec le chœur des garçons. Ça sera à Notre-Dame de Versailles, le dimanche 24 mars, et c'est un concert au profit des chrétiens d'Orient. Enfin, on aura également un concert le 18 et 19 mai prochain, dans la région de l'Ouest parisien, plutôt, autour du Gloria du Valdi, qu'on aura la chance de pouvoir donner avec orchestre. Et en première partie, ça sera des pièces baroques françaises, italiennes, allemandes, anglaises, etc. Et après ça, on aura notre semaine de tournée cet été en Vendée. Comment suivre votre activité et peut-être acquérir des CD si vous en avez à disposition? Alors, l'activité, nous avons une page Facebook qui s'appelle Ensemble Kyrie Maria. On a un site qui va bientôt être en ligne, enfin je l'espère, sur lequel on pourra suivre également toute l'activité, etc. Et du coup, on a 2 CD. Un premier CD qui avait été enregistré lors de notre tout premier concert qu'on avait donné autour du Sabbat Mater de Pergolèse. Et un deuxième CD qu'on a enregistré il y a presque 2 ans, qui est en fait sur les méditations des mystères du chapelet. Voilà, avec des pièces très variées. Du baroque, du romantique, de la musique contemporaine. Enfin, on a vraiment de tout. Hein. C'est, avec en grosse pièce, justement, les 3 fameuses pièces de Rossini que j'évoquais tout à l'heure. Et l'adresse de votre site, je n'ai pas noté, c'est... On n'a pas encore d'adresse, c'est en construction. Mais principalement, pour le moment, c'est vraiment la page Facebook. On essaye vraiment de rendre active le plus possible. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Puis j'espère que nous serons nombreux à aller vous écouter à vos prochains concerts. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Thierry Delcourt.
Bonjour Jean-Pierre Mogendre. Vous venez de publier donc aux éditions Pierre Tecky un ouvrage « Rendre les salariés heureux, être un bon chef face à la crise du management ». Cet ouvrage est préfacé par Xavier Fontanet, également par Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, que nous avons eu le plaisir d'accueillir à cette émission. Il s'agit en fait dans ce livre de revenir au réel et d'une certaine manière de revenir à la réalité des choses en s'inspirant de la doctrine sociale de l'Église. Alors, votre titre, « Rendre les salariés heureux ». Le but de l'entreprise est-il de rendre les salariés heureux ? Alors Jean-Pierre Mogendre, les faits et les enquêtes montrent tous que les entreprises dont la priorité et l'épanouissement de leurs salariés sont celles dont les profits sont très nettement les plus importants. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que les salariés heureux font des clients heureux. Et c'est ça qui fait les profits. Les clients heureux, ce sont ceux qui passent des commandes, parce que les produits de l'entreprise leur plaisent. Donc, et il y a un lien très direct entre l'épanouissement des salariés, dont le comportement va faire que les clients sont heureux. Donc il y a un lien très direct entre l'épanouissement des salariés et le profit des entreprises. C'est ce qu'écrivait Pierre Gattaz il y a à peu près 2 ans dans une chronique dans le Figaro, où il proposait 4 recettes de mémoire, 4 recettes pour créer en France 1 million d'emplois. Alors, il y avait des recettes classiques, puis Pierre Gattaz, je le rappelle, est l'ancien patron du MEDEF, baisser le coût du travail, etc. Mais il y avait 2 autres propositions très intéressantes, des clients heureux, parce que le profit, et il le précise, à l'origine, le profit, ce sont des commandes de clients, et des salariés heureux. Donc il est très important pour la performance et l'efficacité de l'entreprise que les salariés soient épanouis. Mais ça va encore plus loin que le monde de l'entreprise. C'est un peu une loi universelle, puisque Cicéron, ça remonte à quand même il y a 2000 ans, ce philosophe romain, nous dit, écrit, « Il me semble que le premier devoir d'un chef, c'est de rendre ses hommes heureux. » C'est une vérité en quelque sorte naturelle qui s'applique au monde de l'entreprise, mais qui s'applique aussi aux autres secteurs d'activité. Ce peut être la fonction publique, ce peut être les ONG, c'est aussi l'armée. Cela implique que le rôle principal des chefs, c'est-à-dire là où ils passent le plus de temps, c'est l'épanouissement. Ils doivent consacrer leur temps et leurs efforts à rendre leurs salariés heureux, ou si on trouve ce terme un peu trop fort, pour le moins épanoui. Alors, vous évoquez la crise du management qui mène souvent au burn-out. Quelle est, selon vous, la cause de cette crise du management ? Alors, cette crise du management, en tout cas pour la France, est réelle. Tous les sondages le disent, les salariés français sont en France les plus malheureux et les plus démotivés d'Europe. Donc nous avons affaire à une véritable crise du management. Les patrons, en France, ne sont pas capables de rendre leurs salariés heureux. Alors qu'attendent les salariés ? De quoi ont-ils besoin, justement, pour être heureux ? C'est vraiment la première question à poser, puisque l'épanouissement des salariés est la cause de leur efficacité première. Les salariés heureux sont les plus efficaces. Donc de quoi ont-ils besoin ? Demandons-leur. Alors la première réponse qui est étonnante, c'est qu'au pays des 35 heures, au pays où on travaille le moins au monde, en France, eh bien, c'est là où les salariés disent « mon travail, c'est important pour moi ». C'est en France où le travail est plus important qu'ailleurs pour les salariés français. Donc il est très important de répondre à leurs attentes en la matière. Que souhaitent-ils ? Eh bien, ils répondent en premier « je veux être utile ». Je souhaite avoir un travail intéressant, des responsabilités. Ça, c'est la première chose. Et je veux que cette utilité, ce que j'apporte en quelque sorte au bien commun, soit reconnu par mon patron. Alors, reconnu comment ? Eh bien, reconnu en montrant que ce que je fais est important, participe au bien commun, participe au résultat de l'entreprise. Eh bien, sous ces 2 aspects, les chefs en France ne sont pas capables de répondre convenablement aux besoins des salariés, à ce besoin d'autonomie, à cette reconnaissance. Tout simplement, ça correspond à la dignité. La dignité, la source de la dignité,
Quelle est-elle? Eh bien, tout d'abord, c'est l'estime de soi, parce que j'apporte au bien commun. Je suis utile, je sers à quelque chose. Et d'autre part, c'est l'estime des autres, et particulièrement dans l'entreprise, l'estime de mon chef, qui reconnaît le bien que je fais. Alors, reconnaître à travers donc ses compliments, par exemple, mais reconnaître aussi de manière un peu plus importante à travers le salaire, les augmentations, les primes, mais aussi les promotions internes. Et dernier point, en matière de promotion interne, ce sont les entreprises françaises qui, de toutes les entreprises en Europe, par rapport à toutes les entreprises en Europe, offrent très nettement le moins de possibilités. Or, les promotions internes sont une source très importante de motivation pour les salariés. Voici principalement les causes. Et alors, quel de la remède crise. proposez-vous face à ce constat? Eh bien, les premiers responsables de l'épanouissement des salariés dans l'entreprise, ce sont les chefs. Alors, nous avons besoin de bons chefs. Et la première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon chef? Un beau chef qui va être capable de rendre ses salariés heureux et épanouis. Alors, Solzhenitsyn, par exemple, nous apporte une réponse. Dans une journée d'Ivan Denisovitch, qui est le prix Nobel de littérature en 1973, Solzhenitsyn nous dit quand le chef est un con, on fait semblant. Quand le chef est bien, on se surpasse. Nous avons besoin de chefs qui font faire en sorte que leurs collaborateurs, leurs salariés se surpassent. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon chef? C'est quelqu'un qui a de l'autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? L'autorité, c'est deux choses. C'est d'une part la maîtrise d'un certain nombre de compétences clés, 2-3 compétences clés qui appartiennent au secteur d'activité dans lequel on travaille. Et cette maîtrise fait que le chef, il fait autorité. Et son autorité est alors reconnue et légitime. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que l'on fait autorité que l'on a de l'autorité. Qu'est-ce que c'est qu'avoir de l'autorité? Avoir de l'autorité, c'est bien tout simplement de l'étymologie auctoritas. L'auctoritas, c'est l'auteur, celui qui crée, comme un parent qui est l'auteur de ses enfants. Les parents sont l'auteurs des enfants. Et le rôle des parents, c'est quoi? C'est de la naissance jusqu'à l'âge adulte, c'est de rendre en quelque sorte à travers l'éducation, la formation. Ils vont transmettre leurs connaissances, leur expérience. Ils vont aider leurs enfants à ne pas se décourager. Ils les connaissent, ils savent ce qu'ils ont de bon, de moins bon. Ils vont essayer de les amener en quelque sorte à l'autonomie. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Cette capacité à prendre des initiatives, à décider face aux difficultés, face aux problèmes, face à un environnement changeant. Eh bien, avoir de l'autorité pour un chef, c'est avoir cette capacité à rendre ses collaborateurs plus performants, meilleurs. Comment? Par la délégation, en confiant plus de responsabilités, en confiant les moyens. Et tout le monde sait que c'est en confiant plus de responsabilités qu'on aide chacun à s'améliorer. Vous voyez, le bon chef, c'est celui avec qui on va faire plus. Alors cela n'est possible qu'à une condition, une relation de confiance entre le chef et ce collaborateur. Le collaborateur confiance dans son chef parce qu'il a plus de responsabilités. Il lui a délégué un certain nombre de missions, les moyens qui vont avec. Il sait très bien que s'il prend des initiatives, son chef ne va pas le laisser tomber. Et puis, confiance aussi du chef dans son collaborateur, parce que s'il a délégué des missions, il reste quand même responsable, et il sait que son collaborateur, s'il a des difficultés ou s'il commet une erreur, reviendra vers lui. Vos premiers remerciements vont à Pierre Janson et à Jean de Saint-Chamas, fondateurs du Centre d'études des entreprises. Pourquoi ? Eh bien, quand j'étais jeune cadre en entreprise, j'ai monté un cours de management, d'animation des hommes. C'est ça le management, c'est l'animation des hommes pour les rendre efficaces et performants, atteindre ensemble les objectifs de l'entreprise. Donc j'ai monté un cours de management aux écoles d'officiers de Saint-Cyr. Et par une relation, j'ai eu une chance immense, c'est celle d'être mis en contact avec Pierre Janson et Jean de Saint-Chamas, qui sont les créateurs du Centre des entreprises. Et je leur voue à tous deux une très grande reconnaissance, parce que le Centre d'études des entreprises a mis au point un enseignement qui a la conséquence de la rencontre à la fois de chefs d'entreprise et d'intellectuels. Chef d'entreprise, par exemple, Pierre Janson, qui est un patron avec un charisme immense, et puis intellectuel comme Jean de Saint-Chamas. C'est un enseignement qui était unique parce qu'il apprenait plus particulièrement aux jeunes chefs qui n'en avaient pas l'expérience. Ce sont des formations que l'on n'a pas en école de commerce, en école d'ingénieur. Comment être un bon chef? Et je leur dois, de ce point de vue-là, beaucoup. Et puis, si vous voulez que je rajoute aussi au panthéon de mes grands chefs, je rajouterai mon père, qui était un vrai soldat et un chef né. Et son exemple aussi, nos discussions m'ont beaucoup inspiré.
Eh bien, merci infiniment de ces précisions. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à l'excellent ouvrage très concret, très pratique de Thierry Delcourt, « Rendre les salariés heureux, être un bon chef face à la crise du management ». Et vous retrouverez donc mon ami Guillaume de Thieulois pour la prochaine émission de Terre de Mission, le 17 février prochain. Et d'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche à tous.